Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre matinale sur Savane TV. Bienvenue à Bonjour le Faso, c'est le rendez-vous de la découverte, le rendez-vous de l'information et bien sûr le rendez-vous de la détente. Bonjour à tous. Cette semaine, nous sommes installés au niveau du rond-point du 2 octobre. C'est un rond-point qui est situé en plein cœur de Ouagadougou puisque ce rond-point est situé en face du lycée Marianne Gouabi, c'est dans le quartier Bilbalogo. Nous partons à la découverte de l'histoire de ce rond-point, c'est dans la rubrique à la découverte 2. Et pour les informations d'aujourd'hui, nous allons accueillir Rachid Assad Zongo qui va partager l'actualité à travers la revue de presse. Aujourd'hui, nous parlerons de la 27e édition du FESPACO. Oui, vous le savez, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou arrive à grands pas. Le FESPACO 27e édition est prévue pour se tenir du 16 au 23 octobre prochain. Nous allons faire le point de l'organisation avec le délégué général du FESPACO qui est notre invité de ce jour, Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO est notre invité de ce jour. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Question de droit. Aujourd'hui, nous allons recevoir Olivier Kabouri, chargé de communication de Juristes sans frontières pour parler d'un thème important, le délaissement du nouveau-né ou abandon d'enfants. Pour être plus clair, nous en parlerons dans Question de droit. Installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous partons tout de suite et maintenant à Bilbalogo. Et pour débuter cette rubrique à la découverte 2, nous passons le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le quartier Bilbalogo. Merci de recevoir le bonjour de l'équipe de Bonjour le Faso. Alors, cette semaine, nous sommes installés dans ce quartier pour vous parler du rond-point du 2 octobre. Alors, ce rond-point est situé justement à Bilbalogo et ce qui est au centre-ville de Ouagadougou notamment. Ce monument du 2 octobre a un sens historique et social. Ce rond-point du 2 octobre a été mis en place suite au discours d'orientation politique du 2 octobre 1983, lu à la radio nationale par le capitaine Thomas Sankara, le chef des révolutionnaires. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau Monsieur Moumoune Soumaïla Savatego. Il est enseignant d'anglais à la retraite, il faut préciser, et il est poète. Il nous parle justement de ce rond-point du 2 octobre. C'est la deuxième partie de son intervention. Écoutons. Ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, et sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Avant 1984, nous n'avions pas autant de voies bitumées. La plupart des grandes voies dans notre pays-là ont été bitumées sous la révolution. Je le dis ainsi parce que nous avons pris part à nombre d'activités. Oui. Et des jeunes aujourd'hui me demandaient depuis quand est-ce que la circulaire ici, cette voie-là a été construite. Je leur ai simplement dit que c'est sous la révolution. Prenons par exemple la voie qui part de la radio jusqu'à la pédiatrie. Et des jeunes croyaient que c'était des voies qui existaient depuis très longtemps. Et je leur ai dit tout simplement que moi j'habitais ces quartiers là-bas, les quartiers Zorona, mais c'était des pistes. C'était des pistes qui passaient devant le Scholastica. Vous voyez? Et nous on empruntait ces pistes-là à pied. Un véhicule même ne pouvait pas passer par là. C'était difficile. Et prenons peut-être sur un autre plan, le plan de l'éducation, sur le plan de l'éducation. Ce que la Révolution avait entrepris de faire, dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, si on l'avait continué, si on l'avait fait,
aujourd'hui, on parlerait d'une certaine évolution, d'un certain progrès au niveau de l'éducation. Mais aujourd'hui, prenons les jeunes qui terminent leurs études. Ils ont des diplômes, ils ont la connaissance, mais pratiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Prenons mon cas comme ça où je passe le clair de mon temps à écrire des poèmes. Je passe tout mon temps à écrire des poèmes parce que je ne sais pas travailler de mes 10 doigts. Je ne sais pas travailler de mes... Alors que la Révolution avait voulu apprendre tout ça à l'enfant, avoir un certain profil d'homme qui se suffit, d'homme qui aurait presque tout appris de ses doigts. Un ami me disait un jour que dans certains pays, et des pays limitrophes là, dans l'un des pays limitrophes là, celui-là, l'enfant qui apprenait seulement 5 métiers était un analphabète. Vous voyez? Et que dans ces pays-là, la cordonnerie, le plus simplement possible, la cordonnerie, et même le tricotage, la vannerie, tout ça, les enfants les apprenaient à l'école. Ils les apprenaient à l'école. La couture, presque tous les garçons et les filles savaient faire la couture. Moi-même, je sais que j'ai fait la couture, j'ai fait la photo dans un établissement en Côte d'Ivoire. Oui. Et si nous avions appris à l'enfant à pouvoir se satisfaire de ses 10 doigts, il se suffirait aujourd'hui et il ne passerait pas tout son temps à prendre le thé sous les arbres, devant la cour, ou encore à prendre la drogue pour se surpasser. Vous voyez, donc, si nous avions adopté ce système-là de la Révolution, aujourd'hui, on allait être plus suffisant, autosuffisant, presque à tous les niveaux, même au niveau de l'agriculture, à tous les niveaux. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de M. Somaïla Savadogo. Donc, Moumouni Somaïla Savadogo, rappelons qu'il est enseignant d'anglais à la retraite et il est poète. Il nous parlait de la place du 2 octobre 1983 et surtout du discours d'orientation politique et de la révolution. Nous allons poursuivre avec cette émission et cette fois-ci, c'est Rachida Saad Zongo qui s'installe pour la revue de presse. Il est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso, Rachid, que nous retrouvons à présent. Bonjour et bienvenue Rachid. Abzeta, bonjour à toi et à vous également qui nous suivez bien le bonjour. Nous débutons par quel journal aujourd'hui? Le premier journal dont nous allons parcourir la une, c'est le journal Le Quotidien. Alors, pour ce journal, le journal revient sur, on va dire, la journée internationale ou la journée mondiale de l'enseignant. Forte mobilisation des enseignants, la CNCE réaffirme ses préoccupations aux autorités. À lire à la page 3 du journal Le Quotidien du jour. Et puis, des propos qui sont cités, ce sont les propos de Aristide Ouedraogo du FPR à propos de la situation sécuritaire. Et je cite, que ceux qui veulent dormir continuent de dormir, que ceux qui veulent se réveiller se réveillent. Pour en savoir davantage, vous pourrez lire l'article à la page 10 du journal Le Quotidien du jour. Autre sujet, feuille de route dans la lutte contre le terrorisme, la coalition pour le Sahel échange avec le président du Faso. L'article peut être lu à la page 4. On achève pour ce qui est de la une du journal Le Quotidien du jour en sport. Éliminatoire Coupe du Monde 2022. Djibouti face au Burkina. Première séance avec un groupe au grand complet. À lire la page 8. Un autre journal, Azeta, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. Et à la une de ce journal, le journal revient également sur la journée mondiale de l'enseignant, les 4 doléances des syndicats de l'éducation. Les humeurs de Bari, c'est une rubrique de l'Observateur Palga. Macronerie, voilà, c'est ainsi que titre le journal. Et pour en savoir davantage, la page 5 vous entretient. À la page 2, opération de sécurisation, le point hebdomadaire de la situation est à lire.
Présidence du Parlement de transition tchadien, un homme de main pour terminer la manœuvre. C'est à lire à travers la rubrique Regard à la page 5 de l'Observateur Palga du jour. À la page 8 du même journal, arriéré de salaire à la mairie de Ouagadougou, les ouvriers en appellent au président du Faso. Pour achever, c'est un sujet santé qui intéresse l'Observateur Palga. C'est à lire à travers sa rubrique Carnet de santé. Et le journal s'intéresse à l'anémie. Lutter contre l'anémie, ces aliments pour se faire le plein de fer. Voilà, pour savoir comment justement se faire le plein de fer, vous pouvez lire à la page 6 justement le sujet. Un autre journal, Abzeta, cette fois-ci c'est le journal Le Pays qui nous entretient. Et à la une de ce journal, toujours le même sujet, Journée mondiale de l'enseignant, les syndicats de l'éducation exigent plus d'égards. Rentrée scolaire 2021-2022, des élèves promettent de bons résultats, des parents d'élèves pour une année apaisée. Le SNES appelle les acteurs de l'éducation à exercer leur métier avec professionnalisme. Et puis toujours avec Le Pays, dans sa rubrique Révélation, attaque du détachement militaire de Yirgou, voici la réaction du président du Faso, et c'est à lire à la page 4. Procès du dossier Thomas Sankara, Mariam Sankara attendu le CIMT pour la diffusion du procès à l'image des TPR. C'est une recommandation qui peut être lue à la page 6. Toujours avec Le Pays du jour, prévention des maladies cardiovasculaires, à lire à la page 28, il est titré « L'activité sexuelle régulière est bénéfique ». Bien. Mystère psychique et spirituel, ce qu'il faut garantir aux enfants pour être comblés dans sa vieillesse. À lire toujours à la page 28. Et pour achever, à la page 27, c'est du sport qui nous entretient avec ActuFoot, RDC, Kakuta, Bolazi et Elia finalement absents. C'était ce que nous confiait le journal Le Pays à sa une. On poursuit avec le quotidien burkinabé d'analyse et de débat aujourd'hui au Faso. Et dans ce journal, à la une, marche silencieuse de la CNCE, le professeur Alkasso Maïga salue l'initiative. À lire à la page 12. Dans sa rubrique News du jour, le journal aujourd'hui au Faso traite de la liste des 14 soldats tués à Yirgou, mais également de la saisie record de cocaïne au Bénin. À la page 6 du même journal, menace terroriste, le SMB interpelle le gouvernement sur la sécurité des acteurs judiciaires. C'est le syndicat des magistrats du Burkina, le SMB. 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur Li Jian s'est exprimé, à lire à la page 8. Toujours avec aujourd'hui au Faso, à sa une, bisbille mémorial France-Algérie, Macron brandit le drapeau blanc, mais prévient 3 points de suspension. Et pour en savoir davantage, la page 7 vous entretient. Pour achever, rapport sauvé sur la pédocriminalité dans l'église Vue d'Afrique. François doit opérer le catholicisme dans sa chair. François pour parler du pape François. Pour en savoir davantage, la page 5 vous entretient. C'est ce que titrait à sa une du moins, le journal aujourd'hui au Faso. Abzeta, on poursuit, on fait escale du côté de la région des Hauts-Bassins où est édité, on va dire, l'Express du Faso, précisément à Bobo-Dioulasso. Le journal revient sur les questions en lien avec l'insécurité au Burkina. Attaque terroriste et revoilà Yirgou. Journée de l'enseignant, marche silencieuse à Ouaga. Oumar Ouattara, proviseur du lycée de Do, confie ceci que je cite, « En cas de pluie, l'accès à l'école est quasiment impossible. Science et diplomatie, une conférence internationale pour accélérer la transformation de l'Afrique. » Au palais de justice de Bobo, on apprend, elle détourne une mineure et se retrouve en prison. Et pour achever, commune de Warkoy, la cohésion par le football et la culture. C'était la une, on va dire, de l'Express du Faso. Après, on poursuit avec, on va dire, l'information confiée en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.burkinabé.com. Boucle du Mouroun, les membres des comités communaux de gestion des plaintes de 32 communes bientôt formés. Et puis dans le Kourouégo, un mort et 3 blessés dans un accident. C'est ce que nous apprend www.burkinabé.com. Toujours avec le même site, sécurité des acteurs judiciaires, le syndicat des magistrats de Burkinabé interpelle le gouvernement. Un autre site, www.lefaso.net, ce qu'il faut savoir sur les prétendants du poste de contrôleur général d'État.
Voilà, le site donne les précisions à ce sujet. Et puis un témoignage, c'est le témoignage de Sakina Sawadogo, victime de l'insécurité à Rimkieta, qui confie ceci que je cite pour vous. Les bandits ont tué ma mère et aujourd'hui mon père n'est plus. Voilà. Dans les Balais, on apprend un braquage fait 1 mort et 5 blessés sur l'axe Yao-Bagassi. Lutte contre les maladies non transmissibles, le gouvernement italien apporte sa contribution de 1,6 milliard de francs CFA. Justice, le syndicat des magistrats interpelle le gouvernement sur la sécurité des acteurs judiciaires. Et pour achever, lotissement à Bama, nous sommes dans la région des Hauts-Bassins, l'association Bama Taforo réaffirme son soutien à l'opération. Et notre site www.info4.net. On va dire 3 informations. C'est d'abord la journée mondiale de l'enseignant. Les acteurs demandent l'application des engagements. Lutte contre le terrorisme, le président du Faso échange avec la coalition pour le Sahel. Et pour achever avec www.info4.net, la coalition des patriotes africains, COPA-BF, blâme la France pour ses agissements en Afrique. Pour ce qui est de l'actualité sur le continent africain, au Mali, on apprend que des individus ont été jugés pour terrorisme et condamnés à perpétuité. Au Libéria, une manifestation dans la capitale qui a eu lieu hier pour interpeller les autorités sur une série de présumés crimes rituels dans le pays. En Libye, on apprend que le calendrier électoral a connu modification. La présidentielle est fixée pour décembre prochain, tandis que les législatives sont pour janvier 2022. En Éthiopie, mobilisation de l'armée face aux attaques au Tigré. En Somalie, l'armée neutralise 7 terroristes du groupe Al-Shabaab dans le sud du pays. En Tunisie, 48 000 ménages bénéficient de l'énergie solaire. Ça c'est bien. Tchad, les membres du conseil de transition CNT ont pris officiellement fonction. Au Maroc, on apprend que le pays lance des vaccinations pour la 3e dose. Au Bénin, saisie record, et le journal Aujourd'hui Faso le titrait, de plus de 2500 kg de drogue. 11 trafiquants interpellés. Au Niger, appel aux barreaux africains pour demeurer lendemain sur le continent. Et pour achever en Guinée, toujours sur le continent africain, le Front National pour la Défense, un mouvement, réclame le gel des avoirs de 21 personnalités proches du président déchu Alpha Condé. On achève avec l'actualité, on va dire, hors du continent africain. En France, on apprend que pour l'affaire pédocriminalité dans l'église, au moins 216 000 mineurs victimes d'abus sexuels depuis 1950, selon un rapport. En Allemagne, à 96 ans, une ex-secrétaire d'un camp nazi remise en liberté avant la reprise de son procès. En Espagne, les autorités étendent la 3e dose de vaccin contre le Covid-19 pour ce qui est de l'âge de 70 ans. En Roumanie, on apprend que le gouvernement de moins d'1 an de pouvoir a été renversé par une motion de censure. En Russie, une enquête après des révélations sur des cas de viol en prison. Au Japon, le nouveau Premier ministre Kishida s'est entretenu avec son homologue américain Joe Biden sur la coopération entre les deux pays. En Thaïlande, on parle d'averses, des crues entraînent le débordement de barrages. Les États-Unis et la Chine envisagent des discussions de haut niveau au cours pour cette semaine. Et c'est avec justement ce sujet que nous achevons pour ce qui est de l'actualité confiée à la une des journaux que nous avons pu parcourir, mais également des sites en ligne. Merci bien Rachid pour cette lecture. Retour sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous débutons à Koussiam. Le président du Faso a rencontré hier le secrétaire exécutif de la force G5 Sahel. De quoi ont-ils discuté? Merci. Alors très rapidement, tu l'as dit, le président du Faso, Christian Kaboré, a accordé hier, on va dire, une audience au nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, à la personne de Éric Thiaré. Voilà. Et cette rencontre, on va dire, s'inscrit, selon le secrétaire exécutif, dans le sens d'une tournée, voilà, qu'il a entrepris auprès des chefs d'État membres du G5 Sahel. Alors, au cours des échanges, bien entendu, la question de la lutte contre le terrorisme pour ce qui est de l'espace sahélien a fait l'objet justement d'échanges. Le sujet de l'attaque également de Yirgou que nous avons connu en début de semaine a également été au centre des sujets qui ont été justement discutés. Et là-dessus, Éric Thiaré a même présenté ses condoléances au président du Faso. Et pour achever,
tout ce qui est aspect en lien avec les opérations, les actions en cours au niveau du G5 Sahel. On fait aussi l'examen de ces échanges. Alors, Éric Thiaré, pour être plus précis, a indiqué qu'actuellement, en termes d'actualité au niveau de la force conjointe G5 Sahel, le commandement de la force G5 Sahel basée, comme on le sait, à Bamako au Mali, est en train de travailler pour organiser les troupes pour l'accomplissement de sa mission. Et toute autre chose, c'est aussi qu'il y a un plan d'opération qui est en cours, qui sera bientôt validé par le Conseil de défense et de sécurité pour plus d'efficacité. Voilà un peu résumé ce qui a fait l'objet, on va dire, des échanges entre le secrétaire exécutif de la force conjointe G5 Sahel, à la personne de Éric Thiaré, et le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. On attend de voir concrètement ce qu'il en sera quand on sait que l'actualité, en tout cas pour ce qui est du G5 Sahel, est marquée par beaucoup de soubresauts. On citera par là le cas du Mali qui se veut assez dubitatif et veut justement recourir par sa propre initiative à travers des actions personnelles. Certains pays également on va dire, interpellent de plus en plus, à travers leur population, interpellent les autorités pour que la question, en tout cas, de la lutte contre le terrorisme soit plus accentuée et qu'on puisse vraiment venir à bout du sujet. Voilà. Merci Rachid. Et parlons maintenant de cette journée mondiale de l'enseignant. C'était hier. Au niveau du Burkina Faso, comment les enseignants ont marqué cette journée? Merci Abdetta. Un sujet qui fait, on va dire, l'objet, on va dire, de la une de pratiquement tous les journaux que nous avons parcourus ce matin. Alors au Burkina Faso, tout particulièrement, c'est une marche silencieuse qui a marqué la célébration de cette journée. On ne sait pas si au passage il faut souhaiter bonne fête aux enseignants, mais moi je les souhaiterais en tout cas beaucoup de courage. Courage dans le sens où on sait que le contexte burkinabé est marqué doublement par la crise sécuritaire mais également sanitaire, et cela a été relevé au cours justement de cette marche-là à travers la voix de la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui a fait une marche dont le trajet a consisté de quitter la bourse du travail pour se rendre au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale. Ça a été fait hier. C'est le professeur Alkassoum Maïga, ministre en charge de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, qui a justement reçu, on va dire, les responsables de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Et là-dessus, déjà, il faut rappeler que les acteurs de l'éducation n'ont pas manqué de rappeler, on va dire, les insuffisances qui minent, on va dire, le secteur de l'éducation. C'est vrai qu'il y a la question sanitaire, la question sécuritaire, qui a eu pour conséquence la fermeture des établissements, et à côté de cela, on va dire même la perte d'emploi. Voilà, de nombreuses personnes qui font partie des acteurs de l'éducation. Pour ne citer justement que ces exemples. Alors, au cours justement de leurs échanges, ou sinon de leur entretien avec le porte-parole du gouvernement, la personne de Alkassoum Maïga, qui a reçu, on va dire, leur plateforme de doléances qui se, on va dire, résume en 4 points. Il a été question en premier, on va dire, de la mise en œuvre des engagements initiaux du gouvernement par rapport au secteur de l'éducation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'abandon, on va dire, de la voie répressive parfois utilisée, on va dire, de la part de l'État, mais plutôt d'opter pour, on va dire, le dialogue pour la résolution des problèmes qui minent le secteur de l'éducation. Et à la question aussi, on va dire, de la réouverture des établissements fermés, qui fait l'objet des doléances de cette plateforme-là, et pour achever la prise de mesures pour, bien sûr, les questions en lien avec la sécurité des acteurs de l'éducation. Voilà un peu résumé, on va dire, les sujets qui font, sinon, les 4 points qui font l'objet des doléances des acteurs de l'éducation. Nous, pour parler en tout cas des médias, autant que faire se peut, on apportera notre contribution pour ce qui est de l'éducation à notre manière. De la part de l'État, c'est de faire en sorte, comme ils l'ont souhaité, qu'il y ait en tout cas de plus en plus de conditions pour faciliter, on va dire, l'éducation de nos chers enfants. Beaucoup de courage aux enseignants. Alors Rachid, le temps c'est le temps et le temps est terminé pour nous. D'accord. Donc merci à toi pour cette revue de presse et pour ces analyses. Rendez-vous très prochainement. Merci et bonne suite. Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps.
pour la suite de cette émission, comme annoncé, notre invité du jour est bien installé sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui le délégué général du FESPACO, et on revient. Pour ce matin, nous sommes avec Monsieur Moussa Alex Sawadougou. Il est le délégué général du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Avec vous, nous parlons de la 27e édition du FESPACO. Une édition qui est vraiment presque arrivée puisque nous sommes à moins de 2 semaines donc, de cette 27e édition. Est-ce qu'on peut dire que la préparation se passe bien ? Oui, à notre niveau, au niveau de la délégation générale du FESPACO, je peux dire que nous sommes quasi prêts, c'est-à-dire les grands points de l'organisation ont été déjà réalisés, c'est-à-dire la commande des films, les invités, la mise à disposition des billets d'avion, et tout ça, ça s'enchaîne. Et nous croyons fort bien que au jour J, c'est-à-dire au 16 octobre, nous serons fin prêts. Alors, à votre niveau, vous dites que les choses bougent, mais au niveau de la population, on ne sent pas tellement cette ferveur. Est-ce parce que le FESPACO a été reporté? Parce qu'on sait que c'est un festival qui a lieu en février, mais là, ça a été reporté pour faute de Covid-19 pour se tenir en octobre. Est-ce que c'est ce report qui a fait que la ferveur ou l'engouement autour du FESPACO a pris un coup? Oui, cela peut s'expliquer aussi. Vous savez que dans les grands calendriers des festivals au monde, que ce soit sur le continent africain qu'à l'extérieur aussi, les festivals s'inscrivent en fait dans une histoire, dans une période. Et justement, le fait que le festival n'a pas lieu au mois de février et mars aussi, déroule plus ou moins un peu l'attente en fait de la population. Mais je crois que depuis la mise en place du comité national d'organisation, les choses sont en train de bouger au niveau de pouvoir faire de telle sorte que la population se sente vraiment concernée par cet événement-là. Est-ce que la vie chère aussi ne joue pas un coup? Parce que nous savons que nous sommes dans une période où tout coûte cher. On parle de hausse de prix des produits de première nécessité. Tout est cher en fait au Burkina actuellement. Cela peut s'expliquer par cette condition aussi. C'est vrai que généralement aussi le FESPACO aussi avait lieu aussi vers les fins du mois. Donc les travailleurs aussi avaient la chance quand même de pouvoir toucher quand même les salaires pour en profiter avec la famille pour pouvoir visionner les films ou participer autrement au festival. Maintenant, nous sommes en plein milieu du mois, cela peut jouer, mais nous sommes vraiment désolés aussi, justement aussi, c'était l'une des seules occasions en fait que les autorités ont pensé aussi pour pouvoir rattraper le festival, pour ne pas qu'on soit une année vierge. Oui. Maintenant, en termes de... Pour la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que vous allez donner à voir au public burkinabé? On sait que la cérémonie d'ouverture du FESPACO est très attendue, très souvent par la population. Qu'est-ce que vous promettez au Burkinabé? Oui, elle est très attendue, cette cérémonie d'ouverture, comme de clôture aussi. On sait que c'est ça aussi qui fait la particularité de notre festival, à l'instar de nombreux festivals où nous avons des cérémonies d'ouverture qui est beaucoup plus... qui concerne beaucoup plus, disons, les professionnels, les partenaires et quelques autorités. Mais vraiment, la spécialité du FESPACO aussi, c'est cette grande cérémonie d'ouverture qui donne la possibilité à tous les spectateurs, à tous les professionnels, à la population de Ouaga surtout, d'en profiter. C'est comme je disais, avec la mise en place du comité, il travaille d'arrache-pied. Et aussi pour les questions que nous vivons aussi, la cérémonie aussi a été déplacée au niveau du palais de sport de Ouaga 2000. Et donc, au sein du comité national d'organisation, il y a une équipe vraiment très professionnel aussi qui travaille afin qu'on ait vraiment des vedettes, on ait vraiment une belle cérémonie d'ouverture, bien sûr, et de clôture. Nous savons aussi que très souvent, il y a quand même des grands axes aussi que vous pouvez décliner ici, parce que pour la cérémonie d'ouverture, par exemple, on voit souvent des chorégraphies, des prestations d'artistes. Est-ce que ça va aller plus encore dans ce sens? Absolument. Nous avons la chance quand même d'avoir dans notre pays des grands artistes qui font la fierté de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays. Ce sont des artistes renommés qui animent même des cérémonies d'ouverture, de clôture ou d'autres grands théâtres à l'extérieur de ce continent. Nous profitons justement de notre festival qui est beaucoup, c'est vrai, l'essence de ce festival c'est du cinéma aussi, et de mettre aussi en valeur aussi la créativité de nos chorégraphes, de nos artistes. Et donc certainement aussi ces artistes travaillent aussi, et je crois fort bien que vous allez voir aussi ceux qui vont pouvoir nous démontrer, ce qui prouve une fois de plus aussi que le Burkina Faso, pour ne pas dire Ouagadougou, qui est considéré comme la capitale du cinéma, n'est pas juste cinéma aussi. Nous avons d'autres talents, c'est-à-dire la danse contemporaine, le théâtre, la musique et autres.
Et qu'en est-il maintenant des autres rencontres? Je vais parler des rencontres professionnelles, les concerts, très souvent au siège du FESPACO, les autres programmes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les festivaliers? Oui, c'est comme nous travaillons au sein de la délégation. Nous savons que cette année, elle est quand même exceptionnelle par rapport aux situations que nous vivons. Mais il était important aussi de donner cette place-là aussi à nos créateurs. Quand je dis à nos créateurs, vous savez qu'on était vraiment frappés cette année avec la question de Covid qui empêchait pas mal d'artistes burkinabés de sortir hors du continent pour pouvoir mener les talents sur les grandes scènes internationaux. Mais en même temps aussi, il était important aussi de profiter aussi justement aussi de ce festival-là pour leur donner la place. Nous savons que la plupart de nos invités, ce sont des réalisateurs, des producteurs, des hommes de cinéma. En même temps, derrière ces personnes-là aussi, nous avons des grands programmateurs de festivals aussi qui, à travers le cinéma aussi, arrivent aussi à pouvoir détecter quelques talents africains, pour ne pas dire burkinabés, pour qu'ils puissent vraiment jouer dans les théâtres. Donc les scènes aussi seront réservées à ces artistes pour qu'ils puissent vraiment montrer leur qualité et leur compétence surtout. Et puis bien sûr, le public peut s'intéresser aux salles de ciné chaque soir pour voir les films. Absolument. Nous avons pensé, nous avons 10 espaces en fait qui ont été réservés. C'est quand même important de le souligner, où la population de Ouaga, où nos invités pourront voir des films. Et nous avons aussi réussi cette année aussi à mettre en place aussi un cinéma plein air qui aura lieu à la place de la Nation. On va donner vraiment la possibilité aussi à tous ceux qui, entre deux rendez-vous, qui ne veulent pas aller dans une salle de cinéma ou n'ont pas eu la chance de pouvoir être dans une salle de cinéma, de voir les films, ce que nous appelons les films à grand public, à la place de la Nation. Parce que c'est ça aussi le FESPACO aussi. Bien vrai que son essence, comme je disais tout à l'heure, c'est le cinéma aussi, c'est beaucoup lié aux professionnels aussi. C'est son caractère populaire qui nous distingue des grands festivals qui ont lieu dans d'autres contrées. Alors, le thème de cette 27e édition, c'est Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveau défi. Et dans ce thème, il y a le mot diaspora. Est-ce que cela vient de vous quand on sait que vous êtes à Ouaga, au Burkina, mais également en Allemagne? Non, pas du tout. D'abord, le thème, il a été choisi avant mon arrivée à la tête de la délégation générale du FESPACO. Et je pense que la question diaspora n'est pas liée à la diaspora que nous entendons. C'est beaucoup plus au titre même du FESPACO. Vous savez que le FESPACO, c'est pas juste le cinéma d'Afrique, c'est le cinéma d'Afrique et de la diaspora. Donc, c'est-à-dire, on pense à nos concitoyens, on pense au peuple africain aussi qui vivent un peu hors du continent. Et donc, la preuve en est que dans la sélection officielle du FESPACO, nous avons un film qui est en compétition de Haïti. Cela fait partie de la diaspora. Maintenant, le thème, le rapport, c'est le nouveau regard, le nouveau défi. Le nouveau regard, c'est tout simplement au regard de la situation de la création cinématographique aujourd'hui sur le continent, même ailleurs dans le monde. La manière qu'on crée le cinéma d'aujourd'hui n'est pas les mêmes dispositions que nous avons dans les années 60, pour ne pas dire dans les années 70. Il y a une nouvelle génération de créateurs, de professionnels de cinéma qui arrivent à faire des films de très belles facettes en fait, en contournant, disons, la question du cinéma, les différentes étapes de la création cinématographique. Donc c'est justement c'est à ces personnes-là que nous avons pensé, c'est à ces personnes-là aussi qu'il faut donner, parce que aussi ils arrivent avec très peu de moyens de faire des films de très grande qualité. Et au-delà de ça aussi, c'est la manière de distribution, de diffusion des films. Le cinéma aujourd'hui, c'est pas forcément le fait d'aller dans une salle de cinéma. Nous avons tous vécu avec la question de Covid, les plateformes de diffusion de chez soi à la maison, nous arrivons à voir des films aussi. Donc il était important qu'à un certain moment, le FESPACO, après 50 ans, quand même, puisse poser quand même un regard en fait sur toutes ces formes qui contribuent au développement de l'industrie cinématographique. Et nous allons parler maintenant des innovations de la 27e édition. Qu'est-ce qui est nouveau dans cette 27e édition? Je préfère adorer le mot structuration. Structuration parce que quoi qu'il en soit, ces éléments existaient déjà au sein du programme officiel du FESPACO. Nous avons essayé quand même de pouvoir les ressortir, les donner une identité, parce que la taille du FESPACO ne permet pas à tout professionnel, à tout spectateur, même à tout, passionné du cinéma, de pouvoir en profiter de tout en une semaine. Donc du coup, pour répondre à votre question, d'abord nous avons la question perspective, en fait, la section perspective que nous avons créée au sein de la compétition officielle. C'est tout simplement vu la quantité et la qualité des films que nous avons. Et nous avons, comme je disais tout à l'heure aussi, cette nouvelle génération
génération aussi de créateurs aussi qui se donnent vraiment du mal aussi à pouvoir faire des films de très belles facettes que nous voyons partout dans les grands festivals et sur les plateformes. Il fallait donner cette chance-là. Donc si ces personnes n'arrivent pas vraiment à compétir en fait dans la section disons la section officielle de long métrage ou documentaire, il fallait donner cette place-là aussi, ce que nous avons en perspective, c'est-à-dire ça revient aux réalisateurs qui sont à leur premier et à leur deuxième film. Et aussi nous avons la section aussi, disons la section Burkina. Vous savez, j'aime pas comparer, mais nous étions restés en fait le seul festival au monde de cette envergure qui n'avait pas une section. Quoi qu'il en soit, que le festival soit panafricain et international aussi, quoi qu'il en soit aussi, le FESPACO est soutenu vraiment par nos autorités. Une fois de plus que je remercie vraiment pour tout ce travail qu'ils font pour pouvoir maintenir ce festival malgré les nombreuses difficultés que nous vivons au Burkina Faso. Il fallait donner cette part belle là aussi au cinéma burkinabé. Le cinéma burkinabé d'aujourd'hui n'est plus le cinéma burkinabé il y a 20 ans. La création, elle est. La quantité et la qualité des films, ils sont. Si un film burkinabé n'arrive pas à passer en compétition, disons en section long métrage fiction ou documentaire ou dans d'autres sections, il était important quand même de les donner cette place-là. Parce que ces jeunes, ces créateurs aussi ont besoin d'être vus. Et l'occasion au FESPACO aussi, c'est pour qu'ils puissent vraiment entrer aussi, disons, dans ce qu'on appelle dans le sac, en fait, dans le choix, en fait, de nombreux programmateurs qui viennent au FESPACO. À ce niveau, que ce soit le festival de Berlin, de Cannes, de Tunisie, même notre consoeur, que ce que nous appelons festival en Tunisie, il y a toujours une section nationale. Et moi, au niveau de la délégation, disons, du FESPACO, nous sommes très fiers de cette édition, de cette section-là, qui va permettre au cinéma burkinabé aussi de pouvoir aussi s'exporter à l'extérieur. Rappelez-nous, c'est combien de films burkinabés pour cette année? Combien de films en compétition? Nous avons en compétition fiction long métrage. Nous avons un film burkinabé de Boubacar Diallo, Les Trois Lascars. Nous avons ça, c'est pour Les Talents du Yenenga. Les Talents du Yenenga en documentaire. Sachez qu'en Talents du Yenenga, nous avons deux étalons maintenant. Nous avons Les Talents du Yenenga long métrage fiction. Okay. Nous avons Les Talents du Yenenga documentaire long métrage. Au niveau de documentaire aussi, nous avons aussi un film documentaire burkinabé aussi qui est en fait un réalisateur burkinabé, très beau film que j'invite tout le monde à visionner. Et nous avons les autres sections, la section Burkina, nous avons 8 films, nous avons les sections court-métrage, je ne peux pas citer tous, mais quand même des nombreux films aussi qui sont dans ces sections-là. Je peux dans toutes les sections en fait qui existent en fait, nous avons des films burkinabés. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui a motivé, c'est vrai que vous l'avez expliqué tout à l'heure, est-ce que le fait que vous ayez créé aussi une section Burkina, c'est pas pour un peu consoler les réalisateurs burkinabés qui peinent aujourd'hui à avoir les talents de Yenenga, parce que ça fait des années? Est-ce que c'est pas pour consoler ces réalisateurs-là, parce que les talents de Yenenga est peut-être difficile à décrocher avec nos films? Non, pas du tout, pas du tout. Déjà les Trois Lascars aussi, avec les autres films aussi sont en bonne position pour pouvoir remporter les talents du Yenenga et ne pas être dans cette compétition. Revenir justement dans la section Burkina ou même perspective aussi, c'est une possibilité de montrer qu'on y va. Vous savez, remporter les talents du Yenenga n'est pas un choix de la délégation générale du FESPACO, c'est un choix du comité des membres de jury qui travaillent, qui vont travailler justement pour cela. Et les talents du Yenenga aussi, depuis la création du FESPACO, tous ceux qui remportent les talents du Yenenga, que ce soit les professionnels, les spectateurs, ont toujours accepté ce prix parce que c'est un travail vraiment de qualité que font nos jurys, et que ce soit cette année ou l'année prochaine aussi, nous croyons aussi que les talents du Yenenga aussi, ça va y arriver. Nous sommes déjà très contents justement de ces films que nous avons. Vous savez que c'est un travail de longue haleine pour les créateurs burkinabés. C'est un travail aussi c'est une concordance d'intelligence aussi entre toute l'équipe qui construit, qui fabrique aussi ce film-là. Et nous sommes sûrs aussi que tôt ou tard, nous avons remporté les talents du Yenenga. Nous, en tant que burkinabés, on l'a déjà remporté 2 fois. Il y a des pays qui l'ont jamais remporté et des pays qui n'ont jamais été même en compétition officielle, que ce soit long métrage documentaire ou dans les autres sélections. Et c'est la première fois justement, quand nous avons fini la sélection de films, en fait, on s'est rendu compte en fait que la plupart, chaque pays, en fait pas tous les pays africains, mais un film correspondait à un seul pays, correspondait à un pays, sauf l'Égypte en fait, il y avait 2 films. Vous voyez que, disons que presque tous les pays aussi se battent aussi, tous les pays aussi mettent les moyens aussi pour pouvoir remporter les talents du Yenenga. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la composition des membres du jury?
La composition des membres du jury est liée. Nous avons déjà le président, justement, je parle de long métrage parce qu'on ne va pas citer, nous avons déjà 35 membres du jury avec des jurys différents de différentes sections. Et nous sommes très contents justement d'avoir Abderrahmane Sissako, le réalisateur mauritanien qu'on connaît tous, qui a déjà remporté les talents du Nyenenga avec Herman Kono, qui est président du jury. Et nous sommes contents aussi d'accueillir Apolline Traoré, qu'on connaît tous aussi, qui est une réalisatrice très talentueuse du Burkina aussi, qui sera membre du jury. Nous avons Assalfo de Magic System aussi, qui est membre du jury. Et nous avons Ibrahim Shadat aussi du Soudan. Nous avons Jemen Akoyi du Sénégal. Vous voyez que c'est vraiment divers. Nous avons Suleiman Ramadan, par exemple, de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai pas tous les Bien sûr. Alors, on sait que quand vous avez fait la cérémonie pour dévoiler le visuel du FESPACO, la ministre en charge de la culture a parlé de difficultés aussi, notamment des difficultés financières pour l'organisation du FESPACO en son temps. Est-ce que ces difficultés sont levées? Ces difficultés ne pourront jamais être levées 100%. Nous sommes conscients de la chose, nous sommes conscients aussi de la situation aussi, malgré tout l'effort que la délégation générale et bien sûr les autorités, le ministère de la Culture aussi, nous vivons dans une situation qui est très difficile et la situation n'est pas juste nationale, elle est internationale. Et la situation sanitaire aussi a contraint certains partenaires, malgré leur bonne volonté aussi, de pouvoir contribuer d'une manière aussi considérable aussi à l'organisation de cet événement-là. Mais nous sommes déjà contents aussi de ceux qui ont déjà répondu, disons, favorablement à nos requêtes. Et nous continuons aussi à plaider aussi pour cela aussi. Si des partenaires qui ont reçu nos requêtes, qui pensent qu'ils peuvent toujours contribuer aussi à la réussite de cet événement-là, et nous restons vraiment disposés à les écouter. Sachez que le FESPACO, en fait, risque en fait d'être le seul événement, en fait, le seul grand événement de l'année, avec cette situation que nous vivons. Donc il est important en fait que nous conjuguons nos intelligences, qu'elles ne sont pas justement nationales, en fait que ce soit international. Parce que le FESPACO, bien vrai qu'il existe sur le continent africain, bien vrai qu'il est soutenu d'une manière très forte par nos autorités aussi, il est important aussi que les pays, les institutions internationales aussi apportent, parce que la force du FESPACO, l'existence du FESPACO en fait n'est pas juste en fait dans l'intérêt des Burkinabés, mais c'est dans l'intérêt international de nos compatriotes qui sont à l'étranger, des créateurs du monde entier, des universités qui continuent à chercher, parce que le FESPACO en fait c'est de, je sais pas comment vous le dire en fait, c'est un, comme je dis, on en discutait la dernière fois avec la délégation, c'est un événement en fait qui doit être inscrit, quoi qu'il en soit, un jour en fait, disons, dans le patrimoine mondial. Vous l'avez dit, le FESPACO, ce n'est pas seulement pour peut-être valoriser le cinéma burkinabé ou africain, c'est plus valoriser le cinéma burkinabé africain de la diaspora aujourd'hui. Est-ce que les difficultés financières rencontrées par l'organisation du FESPACO ne sont pas dues au fait que c'est l'État burkinabé qui supporte la majeure partie en tout cas du budget du FESPACO? Si c'était peut-être si on avait peut-être de l'accompagnement extérieur pour que peut-être chaque pays participant puisse obligatoirement mettre la main dans la poche pour justement organiser ce festival, est-ce que ça n'allait pas aller mieux? Ben, ça va beaucoup aller mieux. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de ressources aussi. Ça permet aussi de pouvoir imaginer, de créer. Vous savez, c'est ça notre travail aussi. En plus de l'organisation pratique aussi, nous sommes disposés aussi à créer aussi pour pouvoir attirer aussi le maximum de partenaires, le maximum de spectateurs, le maximum de consommateurs aussi. Parce que plus aussi on a beaucoup de spectateurs, plus on a beaucoup d'invités, plus on a beaucoup de professionnels aussi, cela fait vivre aussi l'économie. Et justement, c'est pour reculer un peu juste aussi la raison que les autorités ont pris la décision, c'est de pouvoir reporter ce festival dans la situation sanitaire aussi, c'est donner la possibilité aussi à tous les hôteliers, à tous les artistes, à tous les chauffeurs de taxi, à tous les artisans qui travaillent aussi de pouvoir en profiter. Le FESPACO ne profite pas seulement aux professionnels du cinéma, profite aussi à toutes les activités aussi qui se déroulent disons aux alentours du FESPACO. Pour répondre maintenant à votre question, c'est vrai, c'est évident, mais en même temps aussi, nous aussi justement dans notre démarche avec le peu de moyens que nous avons aussi, nous avons ouvert des fenêtres aussi justement au sein de, disons, au sein du programme officiel du FESPACO aussi pour attirer plus de partenaires. Je vous parle par exemple de restructuration que nous avons fait. Vous parlez d'innovation, c'est ce que nous avons appelé le Nyenenga post-production. C'est juste une section que nous avons ouverte pour, disons, pour les professionnels, pour les réalisateurs ou les producteurs qui ont des difficultés pour pouvoir finaliser, disons, la fabrication de leurs films. Donc venir au FESPACO, nous
nous avons sélectionné 8 films qui sont à mode de finition, qui vont rencontrer des partenaires financiers, des producteurs, des partenaires financiers, qui pouvoir leur permettre en fait de pouvoir finir les films pour pouvoir être compétitifs, soit au FESPACO ou dans d'autres festivals. Pour cela, il fallait arriver à pouvoir avoir, concernant ces prix, en fait, presque 300 à 400 000 euros. Et nous avons réussi à le faire, en fait, sans le budget direct du festival, mais par des partenaires qui ont compris, l'importance de cette section-là pour pouvoir supporter ces films-là, pour que ces films aient une marque, un label FESPACO pour pouvoir compétir à l'extérieur là. Et nous sommes déjà très contents de cette section-là qui va faire venir justement beaucoup de producteurs, beaucoup de partenaires aussi pour pouvoir contribuer à l'épanouissement ou à la réussite de notre festival. Est-ce que pour cette 27e édition, il y a des pays qui vous ont soutenu financièrement, peut-être comme le pays invité d'honneur? Absolument. Nous avons des pays que je ne peux pas tous les citer, mais nous avons par exemple le pays invité d'honneur qui nous soutient financièrement, le Sénégal qui nous soutient financièrement et techniquement, pas de matériel aussi. Et nous avons des pays africains, nous avons le Mali qui compte nous supporter aussi en matériel ou en financièrement aussi. Et nous avons des pays européens, je cite en autres l'Allemagne, la coopération suisse, la Belgique, la Chine. Je ne peux pas tout citer. Nous avons l'Union européenne aussi. Nous avons des institutions aussi comme la CEDEAO, comme l'UEMOA. Je ne peux pas tout citer, mais je tiens vraiment une fois de plus vraiment à remercier vraiment ces partenaires-là qui, malgré ces nombreuses difficultés que ces organismes ou ces organisations, ces institutions ou ces pays vivent aussi, de pouvoir vraiment contribuer vraiment à la réussite du FESPACO. Alors, on va parler maintenant de la problématique du cinéma burkinabé en général. Nos organisations, le FESPACO, un grand festival, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Mais pour certains, le cinéma burkinabé se meurt. Certains pensent que Ouagadougou ne mérite plus d'être la capitale du cinéma africain au regard justement donc, de ce qui se passe, que ce soit la disponibilité ou la présence même de salles de projection ou encore qualité de film et autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces dires? Vous posez une question qui ne me revient pas en réalité de répondre. Nous avons une direction générale du cinéma. Moi, je suis qu'un délégué général du FESPACO qui a pour mission d'organiser un festival de cinéma panafricain, mais pas un festival de cinéma burkinabé ou pas en charge de la production ou de la politique du cinéma burkinabé. Mais je ne sais pas quoi vous répondre, mais tout ce que je peux dire, je crois qu'il ne se meurt pas. Il se meurt pas. Vous pensez que le cinéma burkinabé est toujours au top? Le cinéma burkinabé, il est toujours au top. Moi, je pense que les données ont changé. Je pense que tous les pays du continent africain aussi se battent aussi pour pouvoir avoir un cinéma digne aussi dans leur pays. Et j'aimerais ne pas citer des pays, mais je pense que sinon on a la chance d'avoir même un film en compétition officielle, long métrage ou en documentaire dans les autres sections. Il faut qu'on se félicite déjà. Et la concurrence, elle est rude. Les fonds naissent et meurent en même temps aussi. Et la création aussi, elle n'est pas aujourd'hui quelque chose qui se fait autour d'un petit budget. Vous voyez, ce qui fait d'un petit budget. Et c'est ça aussi le problème que rencontrent les réalisateurs burkinabés en général. Ils se disent que le budget alloué à la production du cinéma est tellement peu que... Parce que si le budget qu'on vous donne, ça fait un seul film à l'extérieur, et là, on vous donne un budget pour que vous vous distribuiez, c'est vraiment peu pour justement réaliser des films. Et quand vous voyez très souvent ceux-là qui sortent un peu du lot, ce sont des films, ils ont eu peut-être des financements de pays européens notamment, parce que pour produire avec les moyens du Burkina, c'est difficile. L'industrie du cinéma au Burkina n'est pas assez développée. Personne ne veut en fait miser son argent dans le cinéma. C'est comme si la personne a peur de perdre. Je vous proposerais, si possible, d'inviter peut-être prochainement le directeur général de la cinématographie de l'audiovisuel du Burkina pour répondre à cette question. Mais tout simple, ce que je peux dire à ce niveau, c'est comme je vous dis, la concurrence est rude en fait. Il faut vraiment peut-être renforcer. Elle existe, il faut l'accepter. Elle existe en fait. C'est notre politique de cinéma, de renforcer aussi les fonds que nous avons pour la fabrication pour la production de nos films. Mais en même temps aussi, il faut le dire aussi, ces mécanismes existent aussi
aussi, si je prends par exemple le cas de si Boubacar Diallo aussi a pu faire son film aussi sans de trop grands moyens, bon, pour l'information que j'ai, il n'a pas eu un gros budget aussi pour pouvoir faire son film Les Trois Lascars. Donc il y a eu l'apport aussi de l'État burkinabé, je suppose aussi des institutions burkinabées ou des fonds nationaux qui l'ont permis de faire ce film-là. Il faut vraiment saluer aussi la bravoure de cette équipe-là aussi, parce que je sais que c'est pas évident. Et aussi, il faut, quand je parle au cas de documentaire, je parle du cas par exemple de Gaderie Nocturne, c'est un film burkinabé qui est en compétition en documentaire aussi. Ce film aussi, s'il est arrivé là aussi, c'est grâce aussi au mécanisme qui existe aussi au niveau du pays. Nous avons entre autres cité par exemple le cas de Ouaga Film Lab aussi, qui a permis vraiment le développement de ce film-là, qui a permis à ce film d'être mis en orbite concernant, disons, les ateliers de formation, les structures d'accompagnement des films, même les fonds aussi de soutien aux films. Et si nous sommes là aujourd'hui aussi, c'est grâce aussi à cette structure aussi nationale qu'il faut saluer aussi. Donc je pense que les mécanismes existent aussi. Il va falloir aussi, comme je disais tout à l'heure, pas pour me répéter, mais de renforcer notre politique aussi de contribution, tout simplement de production de cinéma. Parce que quand on prend la chaîne de production vraiment des films, c'est tellement de métiers qu'on fera vraiment des métiers en développant justement l'industrie du cinéma. Justement, pour pouvoir compléter ce que vous dites, c'est pour ça au niveau du FESPACO, nous sommes conscients de la situation. On a dit tout à l'heure, nous parlons d'industrie, nous parlons de l'économie du cinéma. Et pour que cette économie existe aussi, il faut arriver aussi à renforcer les différentes chaînes de valeur. Et aujourd'hui, il n'est pas vraiment possible en fait au niveau du Burkina sur le continent d'avoir vraiment les possibilités. Il faut vraiment, disons, nourrir en fait cette ambition de ces aspirants de professionnels du cinéma. Voilà pourquoi au niveau du FESPACO, nous avons créé le Yenenga Academy en fait. Le Yenenga Academy, c'est tout simplement une plateforme en fait que nous donnons aux aspirants, aux aspirants, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir, en fait, ceux qui veulent un jour travailler dans ce métier, de pouvoir choisir et d'une manière très intelligente et très efficace aussi les rôles en fait dans la fabrication du cinéma. Et nous avons recruté, sélectionné 15 jeunes qui viennent de la sous-région, qui pendant une semaine en fait auront la chance de rencontrer des stars de cinéma et burkinabé, des grands réalisateurs, des grands producteurs, des grands distributeurs qui les donneront en fait quelques notions en fait de l'existence de ce métier, et à la sortie du FESPACO, ils pourront un jour vraiment adopter le métier, parce qu'on ne peut pas tous être réalisateurs, on ne peut pas tous être producteurs. On a besoin vraiment de tous ces éléments de la chaîne de valeur en fait pour qu'on puisse avoir des films consistants et compétitifs. Je ne parle pas du FESPACO, je parle de tous les festivals dans le monde entier, parce que c'est pas tout simplement faire des films pour venir au FESPACO, mais il faut rêver faire des films. C'est vrai, pour aller dans des festivals, le FESPACO, le festival de Cannes, de Durban, de JCC, de Carthage, de Berlin, mais c'est faire des films aussi qui vont attirer du monde aussi dans des salles de cinéma pour qu'il ait un impact au niveau des créateurs et aussi un impact aussi au niveau de l'économie. Vous faites bien de parler des salles de ciné, parce que je souhaiterais qu'on revienne à ces salles de ciné qui ne sont pas assez pour Ouagadougou ou pour le Burkina Faso. Vous avez besoin de salles de ciné, par exemple, pour projeter les films lors du FESPACO. Est-ce que c'est facile de vraiment trouver des salles proches des populations? Non, c'est pas facile. Parce que les salles n'existent pas beaucoup. Quelques salles existent, il faut l'accepter, les salles existent, mais l'un des gros soucis, l'un des parties vraiment qui occupe vraiment beaucoup de notre budget au FESPACO aussi, c'est de pouvoir aussi, disons, de pouvoir arriver à pouvoir animer ces salles de cinéma là pour qu'elles répondent aussi aux conditions, disons, idéales en fait de projection de films. Et toutes les salles que nous allons occuper en fait, le FESPACO a amené en fait de pouvoir installer du matériel technique en fait, de très grande qualité en fait, pour pouvoir projeter des films. Et si les réalisateurs, les producteurs qui sont donnés du mal 2-3 ans pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir faire les films, et on les monte dans de mauvaises conditions, cela ne relève pas vraiment de la conscience en fait du FESPACO. Donc nous travaillons d'arrache-pied, et mes collaborateurs pendant que je vous parle continuent vraiment à travailler pour que le matériel soit vraiment disponible en fait pour pouvoir les projeter. Et oui, mais en même temps aussi, il va falloir aussi que pas forcément l'État, on a toujours tendance en fait à penser que c'est l'État qui doit construire des salles de cinéma, c'est l'État qui devrait donner tout ce matériel aussi.
aussi, je profite aussi de votre plateau aussi pour lancer un appel aussi à tous les grands, disons, partenaires financiers du pays aussi, à tous les grands, disons, hommes d'affaires, comme on le dit aussi, de pouvoir aussi penser aussi à pouvoir inscrire aussi les constructions des salles de cinéma aussi dans leur projet. Parce que je pense que l'État burkinabé peut amener la politique, mais il va falloir aussi que, disons, la population, pour ne pas dire les hommes d'affaires aussi, les professionnels aussi, puissent ajouter leur pierre aussi à ces salles de cinéma. Et concernant ces salles de ciné, moi, je prends l'exemple de ces salles qui, en principe, sous la Révolution, avaient amené vraiment le cinéma proche donc de la population. Les salles de cinéma vraiment dans nos petits quartiers comme Padoua, Wemtenga, des salles de ciné comme ça, mais qui sont fermées aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Donc ces salles de ciné sont fermées tout simplement et servent peut-être de lieu de commerce pour certains. Donc quand vous avez une politique comme ça, comment en fait amener la population proche vraiment des films? À vous écouter, je crois fort bien que vous avez vraiment envie d'inviter vraiment le premier responsable du cinéma burkinabé à votre plateau. Mais pour vous répondre tout simplement, c'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est comme je disais aussi tout à l'heure aussi, le cinéma d'aujourd'hui n'est pas le cinéma des années 70, 80 ou au début années 2000. La population s'agrandit, les quartiers s'agrandissent aussi. Donc il était important aussi de pouvoir, dans la configuration de ces quartiers existants aussi, de pouvoir penser. Je pense que c'est déjà, quand je vais dans ces quartiers périphériques, je vois des espaces vides. Moi, en tant que passionné du cinéma, j'imagine ce qui va venir dans ces espaces vides-là. J'imagine que des salles de cinéma vont naître aussi. Si je prends le cas aussi tout simplement même de Canal Olympia qui est à Ouagadougou, il y a 20 ans, cette salle de cinéma n'existait pas. Il y a voire même plus de 20 ans, ce quartier n'existait pas. Si aujourd'hui il y a une salle de cinéma aussi. Mais là, c'est laisser aussi les constructions des salles de cinéma au privé. Mais oui, c'est ce que je disais. Parce qu'après encore, ils vont certainement venir racler l'argent qui pouvait être à l'État. Je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, il va penser aussi qu'il va falloir que les privés aussi mettent la main dans la poche. Dans le cinéma, il y a moyen, je n'aime pas employer ce mot lorsque je parle, il y a moyen de faire de l'argent. Voilà, il va falloir que de construire des salles de cinéma en fait adaptées à nos réalités. À l'époque, vous avez parlé de Wemtenga parce que le quartier de Ouagadougou aussi s'arrêtait à Wemtenga à l'époque aujourd'hui. Maintenant, les quartiers de Ouagadougou vont au-delà de ces quartiers-là. Quand je prends le cas de Basenko, quand je prends le cas de Karpala, aller au-delà, voici des espaces aussi, des nouveaux quartiers de Ouagadougou aussi qui ont besoin d'avoir des salles de cinéma. Peut-être les privés qui m'écoutent peut-être aussi penseront aussi à approcher l'État aussi pour voir l'existence de ces espaces vides aussi aménagés pour qu'on puisse avoir des salles de cinéma. Pourquoi pas? Merci, nous tendons vers la fin de notre entretien. Rappelons que le FESPACO, donc la 27e édition est prévue pour se tenir du 16 au 23 octobre prochain. Et c'est combien de francs en termes de budget? C'est énorme, à chaque fois je tiens à souligner. Lorsqu'on parle de budget, il y a le budget prévisionnel et il y a ce que nous avons réussi aussi à avoir de l'État burkinabé bien sûr aussi et aussi de nos partenaires financiers et techniques. Le prévisionnel? Nous sommes à 1,5 milliard. 1,5 milliard. Et je continue toujours aussi à pouvoir solliciter de nos partenaires qui ont reçu nos requêtes aussi, parce que jusqu'à présent, le budget n'est pas bouclé. Le budget n'est pas bouclé. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Et puis voilà, nous vous souhaitons bon festival. Et puis c'est un festival que nous allons vivre tous, puisque nous sommes à Ouagadougou. Et puis voilà, que Dieu fasse que ça se passe bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Restez avec nous. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité Moussa Alex Sawadogo. Il est le délégué général du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO, la 27e édition notamment, est prévue pour se tenir du 16 au 23 octobre prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. À l'instant, c'était l'artiste burkinabé Armandé qui chantait FESPACO. Pour la suite, vous le savez, chaque mercredi, vous avez droit à votre chronique Question de droit, virgule, et on revient. Le délaissement du nouveau-né ou autrement dit l'abandon du nouveau-né ou l'abandon de l'enfant. Nous en parlons aujourd'hui avec Olivier Caboret du Juristes sans frontières. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Alors Olivier, on parle aujourd'hui de délaissement de nouveau-né. Alors qu'est-ce qu'il faut, qu'entend-on du moins ça par délaissement du nouveau-né selon le droit burkinabé? Alors je dirais
dirais d'entame que le sujet d'aujourd'hui est vraiment capital parce que ces derniers temps, la mort dans l'âme, bien sûr, nous constatons la recrudescence de ce phénomène appelé communément abandon d'enfants. Le délaissement d'enfants au regard de notre législation, c'est le fait d'abandonner un enfant dans un lieu solitaire ou non, sans pour autant qu'il ait la possibilité de se sauver ou de se protéger. Alors quand on abandonne un bébé dans un lieu solitaire, il ne peut pas se lever pour se sauver, il ne peut pas appeler au secours. Et au regard de notre législation, c'est ce qu'on appelle le délaissement d'enfants. Et pour exemple aussi, souvent vous entendez parler que, ou du moins vous entendez dire qu'on a jeté un enfant dans une poubelle, on a abandonné un enfant sur la voie publique, ou on a abandonné un enfant dans les fosses septiques pour ce qui concerne les toilettes et tout. C'est des cas de délaissement d'enfants. D'accord. Ouais. Alors, souvent aussi on entend parler d'infanticide. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Alors, l'infanticide a une connexion avec le délaissement d'enfants parce que c'est une infraction qui touche les nouveau-nés. Alors, communément, quand on parle d'infanticide, on peut comprendre ça par le fait d'ôter la vie à un enfant. Mais la définition juridique au regard de notre législation va au-delà du fait d'ôter la vie à un enfant. Parce que ici, la législation spécifie le titre de l'enfant. Donc, l'infanticide est le meurtre, ou si vous voulez, le fait d'ôter la vie à un nouveau-né, selon notre législation. Il y a une nuance qui apparaît dans la notion de nouveau-né. Enfant nouveau-né. Parce que au regard de notre législation, le nouveau-né est l'enfant dont la déclaration de naissance n'a pas encore été faite. D'accord. Voilà. Et quand un enfant vient au monde, selon le code des personnes de la famille, nous avons 2 mois pour déclarer sa naissance. Donc le nouveau-né, c'est l'enfant qui a au moins 2 mois. D'accord. Voilà, ou du moins au maximum 2 mois. Mais si sa déclaration de naissance devant l'état civil intervient avant les 2 mois, il perd entre griffes ce titre de nouveau-né. Voilà. D'accord. Alors, infanticide, tu as parlé du... Ça, c'est quand on ôte la vie donc, à cet enfant. À un nouveau-né. Voilà. Et puis, le délaissement, c'est lorsqu'on abandonne... en quelque sorte un enfant. Tout à fait. Parce que quand tu parles aussi d'ôter la vie à cet enfant, ça va dépendre aussi de peut-être, si on l'abandonne dans une fosse septique où il y a peut-être l'eau ou des déchets, forcément c'est comme lui donner la mort, quoi. Tout à fait, mais la loi a un regard autre. Voilà, la loi a un regard d'autre parce que le délaissement peut conduire à une mort de l'enfant. Mais l'infanticide, c'est quand on décide volontairement de tuer un nouveau-né, que ce soit pendant l'accouchement ou après, pourvu que sa déclaration de naissance ne soit pas déclarée devant l'officier d'état civil et qu'il l'ait au moins, ou du moins au maximum 2 mois. 2 mois. Alors Olivier, lorsqu'on découvre un enfant, un nouveau-né, puisque c'est le terme exact, quand on découvre un nouveau-né abandonné, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand on découvre un nouveau-né abandonné, la première des choses à faire, c'est quoi? Si la vie du nouveau-né est en danger, vous avez tout de suite parlé d'abandon dans les fosses septiques. Et si vous avez la possibilité de sauver la vie de l'enfant, il faut agir immédiatement. Cependant, si l'action n'est pas possible, il faut provoquer les secours, c'est-à-dire appeler les services compétents afin qu'ils viennent sauver la vie de l'enfant. Notamment, c'est les sapeurs-pompiers généralement qu'on appelle. Après, il faut appeler la police afin qu'ils puissent venir constater l'abandon de l'enfant, le délaissement de l'enfant, parce que c'est une infraction pénale et il faut que la police vienne faire leur constat. Et après le constat de la police, généralement, ils font appel aux services sociaux de l'action sociale afin qu'on puisse venir recueillir l'enfant.
Donc, la première étape, c'est sauver la vie de l'enfant si c'est nécessaire. Généralement, on le jette généralement dans des poubelles où ils sont en proie à beaucoup de dangers. Les animaux peuvent tenter de les dévorer par moment. Et si vous pouvez mener une action pour préserver sa vie, il faut agir rapidement. C'est pas interdit. Parce que souvent, quand il s'agit des nouveaux-nés, les gens, quand ils retrouvent ces nouveaux-nés-là, ils ont peur de s'approcher et de toucher. C'est légitime, hein, c'est légitime. Mais quand la vie de l'enfant est en danger, vous pouvez agir pour sauver la vie de l'enfant. D'accord. Ouais. Ça, mais il y a des cas souvent, par exemple, les mamans, on va dire quoi? Vous ne pouvez même pas dire les mamans les plus gentilles, mais les mamans, parce qu'une maman n'abandonne pas son enfant. Mais en tout cas, pour celles qui sont moins cruelles, elles peuvent décider d'abandonner l'enfant quand même bien couvert au bord de la route ou devant une maison, sachant que bien sûr tout de suite il y a quelqu'un qui va sortir et puis voir l'enfant. Là quand même la vie de l'enfant n'est pas en danger. Tout à fait. Et si Olivier, de passage, une femme qui est dans des difficultés, parce qu'on se retrouve souvent aussi avec des femmes, pendant qu'il y a certaines qui jettent, il y a d'autres qui ont besoin d'enfants dans leur vie qui n'arrivent peut-être pas à avoir. Si de passage il y a une femme comme ça qui voit l'enfant, est-ce que cette femme-là peut décider de récupérer l'enfant pour le garder? Oui. Mais ça dépend. Ça dépend parce que la seule façon pour avoir un enfant de façon légale, c'est passer par la procédure d'adoption. D'accord. Voilà. Donc, on peut recueillir un enfant abandonné ou délaissé dans la rue et on peut demander à ce qu'on laisse cet enfant avec nous afin qu'on puisse s'en occuper jusqu'à ce que le juge établisse l'abandon de l'enfant et statue sur son sort. Pendant ce temps, on peut vous permettre de garder l'enfant et de l'entretenir. Mais si vous voulez que l'enfant devienne votre enfant, forcément, il faut passer par la procédure d'adoption. Il faut aller voir le juge des personnes et demander à l'adopter. D'accord. Donc, ça veut dire que même si vous le récupérez, il faut après forcément aller entamer la procédure d'adoption. Il ne faut pas récupérer l'enfant et puis juste aller chez vous et puis un jour, un enfant apparaît dans votre famille et puis voilà, vous dites que c'est votre enfant et ainsi de suite. Parce qu'après aussi, il peut avoir des conséquences. Tout à fait. On peut vous assimiler à un voleur d'enfants, par exemple. Donc, du coup, c'est vraiment pas évident, même si vous voulez l'enfant, parce que c'est l'intérêt de l'enfant ici que le juge regarde. La société vise plus l'intérêt de l'enfant. Et si on a le sentiment que l'enfant sera protégé à vos côtés, si on a le sentiment que l'enfant aura une vie meilleure à vos côtés, il va de soi qu'on vous permette de garder cet enfant. Mais si vous voulez que l'enfant soit votre enfant, il faut forcément passer par la procédure d'adoption. Et il faut déclarer. Voilà, il ne suffit pas de prendre un enfant et d'aller cacher à la maison, non. Il faut forcément déclarer, il faut que la police fasse un constat. En ce moment, on peut décider de vous permettre de garder, d'être le gardien de l'enfant jusqu'à ce que son sort soit statué. D'accord. Alors Olivier, est-ce que la femme qui délaisse son nouveau-né peut après un temps de réflexion ou un temps de remords revenir justement revendiquer la garde de cet enfant qu'elle avait délaissé? Je trouve d'ailleurs que c'est triste parce que quand on va jusqu'à porter un enfant pendant 9 mois et on décide de l'abandonner et après on décide de venir le récupérer, c'est pas évident. Mais oui, la loi permet à la femme quand même de pouvoir demander ou du moins se revendiquer son enfant. Mais c'est pas... Là, on ne va pas lui restituer de façon systématique. D'accord. Voilà. Elle peut revendiquer son enfant, mais en ce moment, il va falloir qu'elle prouve que c'est vraiment son enfant. Et en plus, la société, ou si vous voulez, le juge regarde l'intérêt de l'enfant. Voilà. Si c'est bon que l'enfant reparte avec sa maman, on pourra avoir une réponse en sa faveur. Et si la réponse est négative, généralement, on confie l'enfant au service social de l'action sociale ou aux structures privées comme les orphelinats qui font un bon boulot pour ces nouveaux-nés-là.
Ça veut dire que si la femme revient revendiquer la garde de son enfant et que l'enfant est déjà placé dans une institution spécialisée en la matière, on peut quand même lui accorder la garde après peut-être vérification. On peut lui accorder la garde. Mais le cas où l'enfant est placé en famille d'accueil, est chez quelqu'un. Oui, elle peut toujours, possible. Oui, elle a toujours la possibilité de revendiquer son enfant. Mais tout comme je l'ai dit, la loi vous donne une possibilité de revendiquer. Est-ce qu'on va vous l'accorder? C'est ça. Voilà. C'est en fonction de l'intérêt de l'enfant qu'on décide. Voilà. Maintenant, Olivier, on sait que très souvent, quand on parle d'abandon d'enfants aussi, c'est parce que ces filles ou ces femmes ont souvent des difficultés. Par exemple, moi je prends le cas d'une femme qui tombe enceinte ou d'une fille souvent qui tombe enceinte à très jeune et malheureusement le présumé père refuse donc de reconnaître la grossesse. Elle est en difficulté économiquement, elle ne peut pas s'occuper d'un enfant et là elle décide d'abandonner cet enfant peut-être. Mais dans ce cas, est-ce que la loi dispose peut-être de stratégies pour contraindre le présumé père à peut-être accompagner la fille enceinte? Alors, pour ce qui est des questions économiques, je suis d'accord avec ce que vous dites, parce que généralement, pour ces cas d'abandon, les justificatifs, c'est quoi? Économiquement, on ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant, on préfère le laisser, et si une personne de bon cœur peut s'en occuper, voilà, qu'elle en fasse autant. Voilà. Donc, du coup, la question économique a tenté ou du moins a été abordé par la loi en mettant un certain nombre de mécanismes pouvant permettre quand même à la femme enceinte ou à la femme mère d'un enfant dont le père n'est pas connu ou si vous voulez dont la filiation n'est pas clairement établie de poursuivre toutes les personnes qui ont eu des relations intimes avec elle au moment ou, si vous voulez, dans la période légale de sa conception, afin que ces personnes-là l'aident à entretenir l'enfant, à s'occuper de l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'action aux fins de subside. Je pense qu'on a déjà abordé le sujet ici. Et pour ce qui concerne les femmes dont la filiation de leur enfant est clairement établie. Les femmes dont leurs enfants ont un père, on connaît le père, mais il n'assume pas ses responsabilités. Il y a le mécanisme de la pension alimentaire. Voilà. Le mécanisme de la pension alimentaire permet à ces femmes-là de pouvoir quand même avoir quelque chose de façon régulière afin de pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant. Il y a un autre cas aussi que je veux souligner parce que généralement pour inceste ou pour les cas de viol souvent on abandonne aussi les enfants parce que souvent les victimes disent que c'est un traumatisme qui est à chaque fois réveillé au regard ou à la vue de l'enfant. Et du coup, souvent, ça peut être une cause d'abandon d'enfant. Mais la